Chère audience, nous vous remercions d'être aussi nombreux parmi nous aujourd'hui à l'occasion de cet événement marquant le 40e anniversaire de la création de notre établissement. Un événement particulièrement spécial qui n'aurait pas pu avoir lieu sans l'association El Araki School Alumni, fondée par nos aigles ambassadeurs qui ont tenu à rendre hommage par la présente à leur école, directeurs, enseignants et administrateurs. Au programme ce soir, la présentation du recueil réalisé par un de nos ambassadeurs. Une personne qui a su nous rendre fiers et honorer notre école à travers sa plume. Monsieur El-Hababi Ayman. S'en suivra un échange à ses côtés et une séance dédicace, ainsi qu'un instant poésie suivi de quelques témoignages inédits. On enchaînera avec un débat qui opposera nos aigles à nos aigles ambassadeurs. Et afin de clôturer cet événement comme il se doit, on cédera la parole à notre directeur, Monsieur El Araki Ntawi Younes. Mais avant toute chose, nous invitons sur scène Monsieur Asri Ali et Monsieur Amani Oussama pour vous parler plus en détail des objectifs et perspectives de l'organisation. Nous vous souhaitons à tous de passer un agréable moment parmi nous. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que ça fait énormément plaisir de se retrouver ici comme étant ancien de l'établissement, un aigle ambassadeur comme on le dit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Amani Oussama, je suis le président de l'association des aigles ambassadeurs, des anciens étudiants de l'école El Araki, l'El Araki School Alumni. Et aujourd'hui je suis ici pour vous parler un petit peu de l'association, de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait et de ce qu'on peut faire. L'association a été créée en 2016 suite à, on va dire, une idée qui a été longtemps caressée par des générations et des générations. Ça a pu voir le jour à travers une équipe, on va dire, une équipe de personnes très spéciales et très ambitieuses qui ont pu donner vie à ce rêve, à cette idée, et aujourd'hui qui est concrète à travers l'association. Alors très prochainement, l'association va fêter ses 7 ans. 7 ans depuis 2016. Nous avons pu faire pas mal de choses dans le but de construire un réseau qui nous unit, nous, ambassadeurs et anciens de l'établissement. Nous avons organisé 2 événements majeurs. La première édition du Eagles Homecoming et aujourd'hui nous sommes ici pour être présents à la 2e édition et la première édition du Forum d'orientation. Après, il y avait plusieurs autres rencontres et autres sorties entre anciens. Et aujourd'hui, il est temps de passer ce flambeau-là. Il est temps de donner un nouveau souffle à cette association pour ne plus perdre de son potentiel, pour l'exploiter pleinement, pour essayer d'atteindre de nouveaux horizons. Aujourd'hui est l'opportunité d'une renaissance de l'association. L'association a besoin de nous, comme étant anciens ambassadeurs, a besoin de l'école, a besoin des étudiants actuels aussi de l'établissement et a besoin aussi d'une nouvelle énergie, d'un renouveau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais renoncer au poste de président de l'association pour effectivement pouvoir élire un nouveau président, un nouveau bureau et pouvoir avoir de nouveaux plans d'action et de nouvelles choses qui arrivent. Nous avons quelqu'un de très compétent aujourd'hui, Ali El-Asri, qui va prendre le flambeau de l'association et qui va ensuite organiser avec les aigles ambassadeurs l'assemblée générale, la prochaine assemblée générale pour élire un nouveau bureau de l'association. Donc voilà, ça reste toujours dans le même but qui est de créer ce réseau, de le consolider, de partager les valeurs que nous avons apprises dans notre établissement. Et voilà, merci à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Oussama Mahani pour son témoignage. Et c'est un honneur aujourd'hui de pouvoir justement me présenter en tant que celui qui portera le flambeau. Alors, je ne peux pas m'empêcher tout d'abord d'exprimer ma joie et ma gratitude de revenir aujourd'hui au Nid des Aigles. Je ressens cette odeur qui m'est familière, ces lumières qui ont d'ailleurs changé, mais qui nous procurent toujours ce même sentiment.
ces battements du cœur qui s'accélèrent, mais qui autrefois s'accéléraient de stress et qui aujourd'hui s'accélèrent de joie et de plaisir et de satisfaction. Et donc, au nom de l'association, nous sommes ici ce soir pour exprimer notre immense reconnaissance et notre incommensurable gratitude à notre école et à toutes celles et ceux qui ont veillé à nous inculquer les principes de base de la vie. L'amour, le respect, le partage, le vivre ensemble et j'en passe. Nous la remercions de nous avoir appris à nous exprimer, à défendre nos intérêts, à imposer nos idées partout où nous sommes et dans toutes les situations où nous nous trouvons. Nous avons appris à ne jamais courber les chines et à ne jamais raser les murs. La preuve est que nous sommes ici afin de débattre, de partager nos idées, de continuer à honorer autant de fois que nous pouvons le faire. À l'honorer, pardon, autant de fois que nous pouvons le faire. Nous la remercions de nous avoir inculqué des valeurs qui nous servent de pierre angulaire à notre avenir, valeurs grâce auxquelles nous cheminons tous avec un avenir radieux, sur le sentier de la réalisation de nos objectifs, lesquels objectifs nous servent aujourd'hui et nous serviront toujours dans notre vie, pour qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier et que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Merci. Je vous remercie, Ali et Oussama, pour votre présence parmi nous aujourd'hui. À présent, il est temps de présenter l'œuvre de notre aigle ambassadeur, Ayman Al-Hababi, intitulée Impératif Joie. Et qui de mieux qualifié pour cette tâche que notre professeur de français et très grand ami, j'appelle sur scène Monsieur Farnaoui. Bonsoir. Monsieur le directeur fondateur, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, chers élèves. C'est un grand honneur que je puisse ressentir aujourd'hui pour présenter l'œuvre d'un élève. Généralement, dans les classes de lettres et de langue, ce sont les profs qui font des leçons de lecture à leurs élèves. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est un ancien élève qui m'a fait une leçon de lecture. Pour présenter le recueil de Ayman, intitulé Impératif Joie, ou autrement, quand la poésie devient une incitation à la joie peut-être globale, puisque le thème global de ce recueil est la joie de vivre, la joie d'être, la joie de partager, la joie d'aimer aussi. Et les poèmes de ce recueil sont des figures de joie, des situations où celle-ci est personnifiée à travers des personnages à la fois étranges et familiers, comme on pourrait retrouver dans certains poèmes d'Arthur Rimbaud. Le recueil est aussi parsemé de courts essais philosophiques, émaillés d'épigraphes de Spinoza, de Khalil Gibran ou de Nelson Mandela. Donc le haut vol déjà que les épigraphes peuvent donner comme impression, et j'espère que cette impression est la bonne. Donc ces courts ou ces mini-essais philosophiques proposent des réflexions sur la joie elle-même, en tant que choix d'abord, ou en tant que perfection, en tant que mérite ou que destination, puisque les deux vérités que recherche l'être humain sur Terre seront le bonheur et la vérité, dans un style libre, on va dire même libéré, mais aussi des contraintes métriques, sûrement influencées par les nouvelles tendances rythmiques et musicales. Je pense au hip-hop, par exemple. La lecture de ce recueil ne se ferait pas dans l'ordre, mais par, disons, l'humeur ou la fantaisie. Et c'est celle qui guiderait peut-être ce lecteur de cet ouvrage que j'essaie de partager avec vous à travers deux textes que j'aimerais bien vous lire. Donc ces choix sont justement influencés par justement mon statut d'enseignant, de professeur, et donc j'en ferai peut-être une bonne déclamation. Le titre « Avoir foi ». Quand les vagues ont fini leur long chemin
qui les a amenés de nulle part vers la côte, grâce à la force des vents, le souffle divin, la persévérance, et qu'enfin s'amousse, je me dis qu'il ne me reste plus que quelques milliers de kilomètres de patience pour arriver au bout, que mes périples ne seront jamais vains et qu'ils finiront bien par arroser d'écume les sables fins, aussi douce qu'un thé, aussi blanche que les nuages de mousse dans la salle de bain. Allons, moussaillons, la route est longue, mais le bonheur est certain, j'attends. Chaque jour, je mousse un peu plus. Et donc, j'aimerais bien aussi lire un deuxième extrait, puisque la finalité de la poésie serait de retrouver des rythmes dans certaines rythmiques, comme poétiser le monde. Voir tout l'univers dans un grain de sable, les imperfections comme des grains de beauté, des auréoles blanches sur la tête des diables, dans chaque être, une nouveauté. Sentir la joie que promettent les larmes, une porte sur l'infini, dans la phrase inachevée, le poète déclare à chaque instant sa flamme dans un carnet de volupté archivé. Et bien sûr, ce n'est qu'un extrait que j'aimerais bien partager avec vous. J'invite sur scène M. Ayman Lahbabi, qui fera une meilleure présentation que la mienne. Monsieur, allez-y, présentez-vous. Ce fut un très grand plaisir de vous entendre, Monsieur Fernaoui. Il est désormais temps d'accueillir notre poète dans cette école pour un moment d'échange et de partage. Bonjour Ayman. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre recueil. On a hâte de découvrir tout ça. Alors en première question, tout d'abord, je voudrais savoir comment tu définirais la poésie, quel est son rôle et qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour toi? D'accord, ça marche. Bah écoutez, tout d'abord, moi je suis extrêmement fier, extrêmement joyeux, puisque c'est le thème de revenir sur les bancs de cette école. Je suis à chaque fois frappé de voir comment tout évolue tout le temps. En fait, chaque année, je découvre qu'il y a des nouveautés, qu'il y a de nouveaux formats, qu'il y a plein de choses qui se font. Chapeau aussi à l'association d'alumni, parce que je pense que c'est très très bien de créer le lien. Donc voilà, je voudrais d'abord dire toute ma fierté. Ensuite, donc, pour moi, la définition de la poésie, c'est très en relation avec l'émerveillement. C'est-à-dire que quand j'essaye de penser comment la poésie est née chez les humains, je me suis dit, il y a d'abord des gens qui se sont émerveillés, et ensuite, avec le perfectionnement du langage, il y a des gens qui ont tenté de dire leur émerveillement sous la forme du langage, avec des métaphores, avec des mots, avec du chant. La poésie, pour moi, c'est vraiment chanter la vie. Donc moi, je le rattache beaucoup à la parole, au chant, au fait de clamer comme ça, je sais pas moi, dans un marché, clamer des louanges ou clamer la vie. Voilà. Pour moi, c'est vraiment exalter la vie, saluer la vie auquel passe. Je pense que dans le monde, il y a deux chants. Il y a d'un côté le chant de tout ce qui est mécanique, de tout ce qui est routinier, de tout ce qui est prévisible, et il y a le chant de la vie. Et le chant de la vie n'est pas prévisible, ça respire, ça évolue, ça frétille, il y a tout le temps de la nouveauté, et le poète, pour moi, il est dans ce chant-là. Il fait l'inventaire de l'invisible, il fait l'inventaire de ce qui respire, et ça peut être le sourire d'un enfant, ça peut être le regard tendre d'un inconnu, ça peut être une feuille qui danse avant de rejoindre la terre, donc c'est tout ça. Donc moi j'ai cette vision-là de la poésie, et c'est comme ça que je le vois en tant que poète. J'essaie humblement de m'inscrire dans cette lignée-là. Merci beaucoup. Alors, merci Ayman pour ces belles paroles. Si tu veux, on enchaîne sur une deuxième question. Oui, vas-y, allons-y. Alors, quelles ont été tes influences en matière de poésie et comment peut-on catégoriser celles que tu pratiques? Oui, alors moi les influences, c'est très drôle parce que je lis très peu de poésie vraiment classique. En fait, moi j'ai beaucoup de rap dans mon adolescence. Je dis mon adolescence comme si j'étais très grand aujourd'hui, évidemment.
Mais j'ai été très bercé par le rap français, puisque j'écris en majorité en français, et plein d'artistes dans la scène rap lyriciste, ce qu'on appelle la scène alternative. Donc c'est pas les rappeurs qui sortent au grand jour, mais ceux qui attachent beaucoup d'importance aux mots, aux paroles, au rythme, à la musicalité. Donc je me suis bercé sur des sons de Nekfeu, d'Orelsan, quelqu'un comme Silla qui est un peu moins connu, une fille que j'aime bien qui s'appelle Kinyarkana qui fait de la poésie engagée, et à chaque fois, moi ça m'a touché, les punchlines, les mots, etc. Et c'est ce qui m'a donné l'envie moi aussi de jouer avec les mots, parce que la poésie c'est aussi ça, c'est un jeu finalement. Et je peux citer d'autres influences comme Jacques Prévert que j'aime beaucoup. Lui, il a une poésie très triviale en fait. C'est de la poésie du quotidien. Il parle beaucoup du social aussi. C'est quelqu'un de très engagé. J'aime cette poésie-là. J'aime la poésie qui n'est pas très abstraite en fait. Moi, j'aime pas les grands poètes avec des vers qu'il faudrait lire 10 fois pour comprendre. Moi, j'aime bien la poésie concrète, la poésie du quotidien. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire en fait. Donc c'est très libre. Je respecte absolument pas les syllabes, tout ça. J'essaye de rester libre, de faire un peu de musicalité et de jouer avec les détails du quotidien. Et je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête et que la poésie est destinée à être très populaire aussi. Donc je pense qu'il faut pas la voir comme quelque chose d'élitiste ou de réservé à des gens, voilà, qui trouvent l'inspiration dans un phare. Voilà. Je pense qu'on est tous capables de poétiser et que c'est bien aussi psychiquement de poétiser, de remarquer des détails. Voilà. Je pense que le poète, c'est un peu comme le photographe. Il capte de la beauté dans l'existence. Il essaye de ne pas gaspiller la beauté de cette vie. Et moi, c'est ça qui m'inspire. Voilà. Merci beaucoup encore pour ces belles paroles. Merci Ayman, encore une fois, je respecte vraiment ce que vous venez de dire. Alors, votre recueil est intitulé Impératif joie. Pourquoi avoir choisi la joie comme thème principal et d'autant plus pourquoi avoir choisi d'associer au poème des textes aussi pour traiter de ce thème? Moi, la joie d'abord parce que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Je considère que c'est un affect très très puissant. Et la joie n'est pas très mise en avant dans notre époque. C'est ce avec quoi je commence dans l'avant-propos. Notre époque, elle met beaucoup en avant l'adrénaline des grandes aventures, la dopamine des divertissements sans fin. Elle met beaucoup en avant ce qu'on appelle le plaisir. La joie, finalement, c'est quelque chose de plus discret. Alors, c'est un thème très vague. On peut avoir notre propre définition de la joie, mais moi, tel que je le définis, c'est quelque chose de discret, c'est quelque chose de très simple. C'est des moments où on entre en résonance en fait avec des bouts du monde. Et moi je me suis dit tiens je vais parler de ça. C'est très vague, franchement c'est très vague parce que la joie on la connaît tous, on a tous connu des moments de joie. Mais je me suis dit je vais parler de ça et même quand on écrit et qu'on veut publier, il faut se poser la question aussi de qu'est-ce qui pourrait intéresser le lecteur. Donc moi, avoir des poèmes plutôt joyeux. C'est mieux, comme ça, peut-être que sur un détour, je peux donner le sourire à telle ou telle personne, alors que poétiser sur des choses plus mélancoliques, moi j'aime pas trop. Je respecte les gens qui me font des poèmes tristes. Moi, c'est juste pas ma came, et voilà. Donc je préfère quand ça s'ouvre et quand ça ouvre aussi le cœur de celui qui lit. J'ai rajouté des textes aussi parce que je suis aussi féru de philosophie et que je me suis dit plus les poèmes. Je vais essayer d'utiliser des réflexions. Voilà, donc c'est comme l'a dit très bien M. Fournaoui, c'est des textes qui... le premier, par exemple, essaye de définir la joie. Il y en a un qui interroge le rapport de la joie à la souffrance. Il y en a un qui interroge le rapport de la joie à la politique. Donc j'essaie de m'amuser dans ces textes, de philosopher et de faire réfléchir aussi les gens. Donc s'il y a des gens qui préfèrent la poésie, il y aura de la poésie. S'il y a des gens qui préfèrent réfléchir un peu plus intellectuellement, il y a des textes. Donc c'est pour avoir finalement quelque chose de plus complet, même si on ne peut jamais faire complet sur un thème aussi vaste et aussi fluvial qu'est la joie. Merci. Vous nous apporterez beaucoup de joie en lisant votre recueil. Merci. Alors, une dernière petite question. Pourquoi penses-tu que la joie est impérative comme le stipule le titre ?
Alors ça, j'ai mis dans le titre impératif joie. Alors déjà impératif, ça veut dire quelque chose d'urgent, d'obligatoire, de pressant. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai mis le mot. Impératif joie parce que moi je pense beaucoup à notre époque encore une fois. Et là je vais faire une réflexion plutôt politique. On vit dans un système mondialisé qui est beaucoup basé sur la croissance, sur le crédit, etc., dont le but est de produire toujours de plus en plus de choses. Et ce système est néfaste. On se rend compte aujourd'hui qu'il est, d'ailleurs depuis pas mal de temps, qu'il est néfaste pour l'environnement parce qu'il ne prend pas en compte les limites de la planète. Il est néfaste aussi pour les hommes, parfois surtout quand on parle des usines et des cadences de travail, etc. Et ce système, il est bâti pour moi sur des passions tristes. C'est-à-dire que ce qui le fait tourner à plein régime, c'est les frustrations qui nous donnent envie de toujours accumuler de plus en plus de biens, d'argent. C'est le manque, c'est l'envie, c'est l'ambition qui ne s'arrête pas, c'est les envies de succès, etc., etc. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de tristesse au sein de notre modèle de consommation mais planétaire. Je veux dire, ça ne concerne pas un pays ou un autre. Il y a des entreprises qu'on a dans tous les pays. Et moi, c'est vraiment tout cet empire, pour moi, il est bâti beaucoup, pas uniquement, il y a des agents économiques qui le font tenir, mais il est bâti, entre autres, sur un fond de tristesse ou un fond d'ennui. Et du coup, pour moi, la joie, c'est un antidote. Donc, quand je dis impératif joie, c'est en tant qu'humanité, vers où on va. Si on veut aller vers un modèle où il y a plus d'harmonie entre les êtres humains et avec la nature, il y a plus d'harmonie entre les êtres humains entre eux, il va falloir inclure beaucoup plus de joie parce que la joie, c'est un sentiment autosuffisant. On n'a pas besoin de grand-chose quand on est joyeux. Alors qu'à contrario, quand on est triste, souvent d'ailleurs quand on voit les grands gagnants de ce système, c'est des gens, moi je trouve plutôt tristes. Enfin, c'est des gens qui ne me font pas envie, comme ça, de but en blanc. Donc, d'où le caractère impératif. Donc voilà, donc, je dis à la fin, c'est une formule un peu exagérée, mais je dis que peut-être que d'ici quelques années, la joie, ce sera carrément un impératif de survie. Donc j'exagère volontairement, mais pour dire qu'aujourd'hui, pour moi, la joie, c'est un antidote, en quelque sorte, au système planétaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ayman pour votre présence aujourd'hui. Merci. Je vous demande de réapplaudir Ayman. Ayman, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à vous, merci pour vos questions. Bonne continuation et énormément de succès. À présent, laissez-nous partager avec vous un moment rempli d'émotions avec notre premier témoignage. J'invite sur scène Monsieur Tahaj Touaké. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être bref parce que submergé par l'émotion. Et mon émotion n'a, ma foi, d'égal que le sentiment de gratitude et de reconnaissance que j'ai envers cette enceinte, cette forteresse qui nous a protégés pendant de longues années. Chers amis l'Iraqi, chère famille l'Iraqi, chers corps professoral et corps enseignants, je suis là pour témoigner de ma reconnaissance de l'expérience que j'ai eue avec vous. Mon école m'a appris à être reconnaissant quand les choses se passent bien et à relativiser quand ça se passe moins bien. Donc même pour les personnes avec qui ça s'est moins bien passé, je les remercie de m'avoir déjà tenu en classe. Et Dieu sait combien c'était compliqué de tenir en place Tahaj Touaké. Je suis, et vous m'excuserez le néologisme, ce qu'on peut appeler un aigle ambassadeur antique. Je suis de la promotion La Renaissance, président du CDC en 2008. Et depuis que j'ai quitté mon école, je suis devenu architecte après avoir longtemps rêvé tout au long de ma scolarité de le devenir. Je suis devenu globetrotter dans le peu respect de la tradition de l'école et d'une phrase légendaire de Ami Abdel Ali. Quitte à être menuisier, je voudrais que vous soyez le meilleur des menuisiers. Donc avant d'être architecte, je me suis rendu compte que j'étais un agité et j'ai juste respecté cette phrase en essayant de canaliser cela et d'être l'un des meilleurs des agités. Donc j'ai quitté l'école, j'ai vécu dans 4 continents, j'ai réalisé le rêve de devenir architecte et je suis devenu un architecte pour qui aujourd'hui est mieux qu'hier et demain est mieux qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur Chouaki, pour votre discours très inspirant. Je cède la place désormais au docteur El Araki Hajar. Messieurs les directeurs, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers parents, chers élèves. D'abord, je souhaiterais remercier ma très chère professeure Madame Dadoshi de m'avoir si aimablement invitée aujourd'hui pour mener ce discours. En qualité d'ancienne élève de cette grande famille qu'est l'établissement El Araki. C'est avec plaisir, mêlé avec beaucoup d'émotion, que j'ai accepté cet honneur d'assister à cet événement si spécial. À l'occasion du 40e anniversaire, j'aimerais rendre hommage à un grand homme, un homme de principes et de valeurs, un homme de haute moralité, un homme pas comme les autres, avec un grand cœur, serviable, dévoué à son travail, intelligent, exigeant positivement et bosseur. Un homme qui a vu grandir une famille d'aigles, dont il est le père, Monsieur l'Araki. Un homme qui a su instaurer, au fil des années, une philosophie particulière, basée sur 5 piliers fondamentaux que nous avons appliqués personnellement dans notre vie personnelle et professionnelle. La responsabilité, je souligne, l'initiative, l'imagination, la créativité et la performance. Donc, merci à vous, encore une fois, Monsieur le directeur. Merci à Monsieur l'Araki, Younes, Monsieur Mehdi, Madame l'Araki. Grâce à vous tous, grâce au staff administratif, grâce aux professeurs, grâce aux parents, nous avons été bien accompagnés et guidés durant tout notre cursus scolaire. Donc, je le mentionne, grâce à vous tous, l'école El Araki a donné plus que des élèves. Elle a donné naissance à des citoyens responsables, épanouis, éveillés, humains surtout grâce au club de solidarité, et assoiffés d'apprentissage, de découverte, prêts à parcourir le monde entier, comme M. Taha, ou le Maroc, que ce soit pour les études ou autres, ou le travail. Donc notre école El Araki a donné naissance à des citoyens performants, faisant preuve d'initiative, d'imagination, de créativité, de persévérance, chacun dans son domaine, agité ou moins agité comme moi. Donc afin de construire notre pays, notre cher pays le Maroc, le servir, l'honorer et le faire réussir. Et notre devise à tous, vous la connaissez, aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Un grand merci, Dr Hajar. Je vous propose désormais une petite pause en musique avec une prestation de la talentueuse Niama Saidi. Applaudissez-la bien fort. Rolled up sleeves in your skull t-shirt. You said, what did you do with him today? And sniffed me out like I was Tanqueray. 'Cause you're my fella, my guy, and you're still out in life. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble, but you know you're no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in the place, but I can't get more. Thinking of you in the final throes. This is when the buzzer goes. Run out to meet your chips and pita.
You said when we're married, 'cause you're not bitter, there'll be none of him no more. I cried for you on the kitchen floor. I cheated myself like I knew I would. I told you that was trouble, but you know we're no good. Mediterranean, Jamaica and Spain were like how we were again. I'm in the tub, you're on the seat. Lick your lips as I sewed my feet. Then you noticed like a carpet burn. My stomach drops in my gut churn. You shrug and miss the words who truly stuck the night in love. Felt like I knew I would. I told you that I was trouble, but you know that I'm no good. Chère audience, il serait impossible de fêter les 40 ans de l'établissement sans vous faire redécouvrir l'activité qui le caractérise le mieux, les débats. Une activité qui a connu son apogée et qui maintient aujourd'hui sa grandeur. Je vous invite donc à assister à un débat qui n'en est pas des moindres. Un débat qui saura marquer les esprits et un débat auquel je tiens particulièrement pour la simple raison qu'il réunit aujourd'hui des personnes que j'admire, des personnes qui m'ont appris à rêver et des personnes qui m'ont aidé à réaliser mes rêves, des personnes avec qui j'ai moi-même débattu. Et en fin de compte, nos débatteurs ici présents ne sont que le fruit d'une même ambition, d'une volonté sans pareille. Et je ne vais pas vous cacher que je ressens une sorte de familiarité, un sentiment d'appartenance que nos ambassadeurs doivent sûrement partager aujourd'hui. Un sentiment que l'on a tous ressenti en tant que citoyens marocains, vu l'évolution qu'a connue notre équipe nationale lors de la dernière Coupe du Monde. Mais cet exploit footballistique est-il le reflet du développement tout azimut que connaît le pays? Ce sera à nos débatteurs de nous apporter les réponses qu'on attend. Pour l'équipe des ambassadeurs, j'appelle sur scène Salma Baradel Azizi, étudiante à Sciences Po Paris et lauréate de la promotion Résilience. Ali Asri, étudiant à la faculté de médecine et de pharmacie et lauréat de la promotion Soukener Gibi. Yassine Qettiwi, étudiant à Sciences Po Paris et lauréat de la promotion Amnei. Rita Tilsarni, étudiante en classe préparatoire Bnutaimia et lauréate de la promotion Résilience. Ayman Hbabi, étudiant en 4e année à l'INSA Lyon et lauréat de la promotion Lattis. Et enfin, Othman Fitnassi, étudiant à la faculté de médecine et de pharmacie et lauréat de la promotion Amnei. Quant à l'équipe de nos aigles, elle sera constituée de Myriam Bourial, Mouna Moro, Adam Bouhali, Reda Adib, Safia Bendani et Niama Saidi que j'appelle sur scène. Bonne chance et bon débat aux deux équipes et je cède la parole à Myriam pour vous expliquer les règles du débat. Bonne chance. Ce débat doit réussir le tour de force d'être à la fois franc et respectueux. À cet effet, toute personne qui participera à cet échange doit s'engager à suivre ces règles. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect.
Il faut respecter le temps réparti pour les 3 équipes, 30 minutes chacune. L'audience s'est tenue à respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir le silence et le calme et le respect dans la salle. N'applaudir qu'à la fin de chaque intervention de manière courtoise, en évitant tout sifflement, hurlement et toute autre forme d'irrespect. À la fin du débat, lors des interventions des élèves, merci de poser des questions qui ont une relation avec le sujet et en aucun cas faire une remarque par rapport à la prestation des débatteurs. Merci. Bonne chance à tous. Si nous reconnaissons que le progrès a encore des progrès à faire, comme le disait le sociologue français Philippe Meyer, nous tenons tout de même à clarifier qu'un développement imparfait n'est en aucun cas un prétexte pour se permettre de négliger qu'il existe bel et bien un développement. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers opposants, bien le bonjour. Le sujet présente 2 termes sur lesquels je juge qu'il serait très important de s'arrêter pour avoir une réflexion qui soit intellectuellement structurée tout au long du débat. Premièrement, il faut définir la notion de développement autour de laquelle tournera notre débat et pour ce faire, je ne suis pas allée chercher trop loin et je me contenterai de la définition du Larousse qui présente le développement comme étant le fait pour quelque chose de progresser, de croître et de gagner en importance. Donc la première chose que nous allons retenir, c'est que le développement est synonyme d'amélioration et de progression dans une période en comparaison avec une autre, sans forcément atteindre un podium international. Le deuxième point serait de délimiter les frontières de l'exploit footballistique en question et qui est dans notre sujet un tout et un ensemble. Et là, je m'explique. L'exploit footballistique est multiple. C'est-à-dire qu'il est à la fois celui de l'équipe nationale masculine qui a atteint le quart de finale de la CAN et la demi-finale de la Coupe du Monde, mais pas que. Il est également celui de l'équipe nationale féminine, vice-championne d'Afrique en 2022 et qui s'est qualifiée pour la première fois de l'histoire à la Coupe du Monde, qui serait la Coupe du Monde 2023. Donc la deuxième chose à retenir serait qu'il paraît très juste de parler de plusieurs exploits et pas que d'un seul, ce qui va nous mener à en tirer une déduction très claire et surtout irréfutable, et qui est la suivante. Le fait que l'exploit footballistique soit multiple reflète l'existence d'une stratégie de développement qui peut certes se manifester à des rythmes très inégaux d'un domaine à l'autre, mais le plus important, c'est que les fruits de cette stratégie de développement se font très bien ressentir actuellement. Pour ce qui est des domaines de développement, avant de se lancer dans une approche comparative, il faut déterminer une période de référence et bien sûr la justifier. Pour nous, notre période de référence serait les années pré-2008 en confrontation avec les années post-2008, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que nous avons conscience que les stratégies de développement national sont conçues pour le long terme, et la deuxième, c'est qu'en 2008, lors des 2e assises de Skhirat, il y a eu l'adoption de la stratégie nationale du sport à l'horizon 2020, qui s'est intéressé au développement de tous les domaines ayant un impact direct ou indirect sur le sport marocain et donc, en l'occurrence, le football. Le bilan de cette stratégie n'est pas parfait et ça, je vous l'accorde, mais le plus important, c'est qu'il y a eu un développement et une amélioration qui se sont concrétisés, entre autres, par l'augmentation du nombre des licenciés sportifs, passé de 263 000 à plus de 337 000 entre 2008 et 2016, le lancement du programme Abdal Hay pour la promotion et le développement du football et du basketball dans les quartiers, ou encore le passage de 56 espaces de sport de proximité à 611 entre 2008 et 2017. 2 questions se posent à présent. Ces chiffres sont-ils assez? Certainement pas. Est-ce un développement? Bien sûr que oui. Chère audience, notre position aujourd'hui, mon équipe et moi, n'est pas de défendre que le Maroc est un pays développé dans l'absolu, mais qu'il existe des améliorations et un développement dans tous les domaines qui sont en relation avec le sport. Notre position aujourd'hui est de dire que l'exploit footballistique, puisqu'il est multiple, il reflète l'existence d'une stratégie de développement national conçue pour le long terme et dont les fruits se font très bien ressentir dans notre époque actuelle. Et puisque nos opposants pensent autrement, il va falloir donc nous prouver tout au long de ce débat que l'exploit footballistique est le fruit d'une variable autre que le développement
et ou que le Maroc connaît une régression ou du moins une stagnation dans tous les domaines qui sont en relation avec le sport et en l'occurrence le football. Et je vous souhaite très bon courage pour essayer d'argumenter cela. Merci. Très chère opposante Salma, c'est bien beau de citer des chiffres du développement que vous qualifiez d'imparfait, mais ma question est en quoi cela a une relation avec les victoires que notre équipe nationale a accumulées dernièrement? Bref, passons. 37 millions d'habitants, des citoyens avec le cœur palpitant, une vie envahie de bonheur en quelque sorte exorbitant, ou encore des crises de panique lors des longues mi-temps. Mais enfin, je parle des enfants qui depuis quelques jours sont en pleurs, d'un moi tout aussi flatteur, d'un public qui n'a jamais eu un tel honneur, ou même d'un certain Walid Regragui le rêveur. Très chers ambassadeurs, public, mes seigneurs, bon, je ne suis en aucun cas poète, j'arrête avec mes leurres et mes rimes en heures, vous l'aurez compris, nous parlerons aujourd'hui de nos très chers footballeurs. Ce fut un sacré mois d'émotions et de bonne humeur, et encore plus cet après-midi est un jour d'honneur. Je ne cesserai alors de vous exprimer à quel point je suis fière d'être parmi vous aujourd'hui. Notre match du jour se joue entre deux équipes. D'un côté, nos ambassadeurs et de l'autre, il y a nous. Notre émotion du jour est la suivante. L'exploit footballistique de l'équipe nationale est un reflet du développement tout azimut que notre nation a connu. Alors avant de commencer à m'approfondir dans ce sujet, j'aimerais m'attarder sur le mot azimut qui pour moi est la star de notre débat. Un développement tout azimut signifie un développement dans toutes les directions et tous les sens. Or, nos très chers opposants ici présents aujourd'hui clameraient aujourd'hui haut et fort que si notre équipe nationale n'a fait qu'accumuler les victoires récemment, c'est principalement grâce à un certain dit développement de notre nation. Dans le sens où ils refusent complètement de croire qu'il peut y avoir cause sans effet. Je m'explique. Déjà, il est incontestable qu'il y a bel et bien eu un certain développement au niveau économique, social, comme vous l'avez cité, etc. Mais je ne vois pas en quoi cela contribuerait à ces victoires. Mais surtout, ma question est... je suis désolée. Déjà, en tout cas, ce développement que vous êtes dont vous êtes en train de parler n'a en aucun cas contribué à ces victoires. Mais surtout, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas le fait que ces victoires soient complètement indépendantes. Est-ce par peur, un doute, une fragilité, peut-être une vulnérabilité déguisée en force? Surtout, je ne comprends pas. De quoi avez-vous peur? Je donnerai mon hypothèse. Je crois que vous avez peur de ce qu'on est, de ce que l'on représente dans le monde. Je crois que vous avez peur du fait que le monde n'arrive pas à associer ces victoires à un certain dit développement. Mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un complexe d'infériorité, syndrome dont nos très chers opposants feront preuve aujourd'hui. Bon, outre ceci, je vais me permettre de vous arrêter tout de suite avant que vous me sortiez l'argument du développement intellectuel, du genre Walid Regragui a changé la mentalité des Marocains avec son dironia, ou encore les valeurs nobles des footballeurs qui exprimaient leur reconnaissance et gratitude envers leur maman. Croyez-moi, c'est bien beau de voir un Walid optimiste ou un Bouffel qui danse avec sa mère dans le terrain, mais ces valeurs existent depuis bien longtemps. Elles ont juste été révélées lors de cette Coupe du Monde. Faites alors la différence entre révélation et développement. Par ailleurs, très chère audience, si ces 6 personnes ici présentes aujourd'hui pensent que ces victoires accumulées de l'équipe nationale sont le reflet d'un certain développement, et en prenant le mot reflet à son propre sens du terme, c'est que nos très chers opposants se trouvent à l'autre côté du miroir et voient ainsi le monde à l'envers. D'ailleurs, comme dirait Marguerite Porete, et je cite, « Un miroir est une invitation à se mirer pour arriver à une réalité admirée ». C'est exactement ce que vous essayez de faire aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes loin d'être dans votre monde de fantaisie. Je vous invite alors vivement de nous rejoindre dans la réalité et de quitter votre monde utopique. Enfin, arrogante quand il faut l'être, je suis pudique
Mais ce soir, je me mets à nu. Alors je l'ai dit haut et fort, l'exploit footballistique de l'équipe nationale est principalement le fruit des efforts des entraîneurs, des footballeurs et d'un certain public. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors déjà, pour répondre à ta première question, en quoi est-ce que le développement de tout azimut serait le reflet de l'exploit de l'équipe nationale? Alors, infrastructure, ça vous dit quelque chose? Formation de qualité, non? Parce qu'on ne devient pas entraîneur sans avoir reçu de formation, on ne devient pas un bon joueur sans avoir joué dans des terrains dans une bonne infrastructure. Et puis, cause sans effet, effet sans cause, je ne retiens pas honnêtement l'absurdité que tu nous viens de sortir, parce que tu viens de balayer d'un revers de main toutes les lois physiques, métaphysiques, tout ce que tu veux, parce que il n'existe dans ce monde aucune chose qui n'a cause, pas d'effet. Et ça, tu devrais chercher ce que la science dit par rapport à ça, parce que tu découvriras que c'est une absurdité de nous sortir ça. L'essence du progrès et la décadence. Mesdames, Messieurs, voilà plus de 60 ans que le Maroc a regagné son indépendance et a reconquis ses territoires. À l'époque, le pays faisait face à des tâches écrasantes et des difficultés insurmontables. Entre une administration déparée, une unité nationale complètement anéantie et un pays complètement en ruine, le gouvernement se heurter à des obstacles dans tous les sens et personne n'aurait parié sur une éventuelle évolution. Et pourtant le Maroc ne pouvait poursuivre qu'un seul objectif issu d'une légitime ambition, prendre en main son destin et l'assumer pleinement. Il se lança dans une planification stratégique pour se relever et dans un délai étonnamment court, beaucoup de progrès ont été réalisés. Aujourd'hui, après 60 ans, nous assistons à l'ère du développement et de l'évolution exponentielle dans tous les sens. Économique, avec un taux de croissance projeté de 5,3% en 2021, un taux de PIB de 7,4% en 2021 au lieu de 6,3% en 2020, permettant de compenser une grande partie des pertes causées à la perte de production et de métiers liés à la crise de la Covid-19. Grâce à qui? Grâce à quoi? À une bonne gouvernance. En effet, la politique va de pair avec cette évolution économique. Le Maroc, en devenant une monarchie constitutionnelle, se voit irradier tout régime autoritaire au profit d'une ouverture politique transitant vers une démocratie. Politique, économique, que dis-je? Santé aussi. Après son discours en 2018, le roi Mohamed VI a mis l'accent sur l'importance de refondre en profondeur notre système de santé. Et nous voilà, en l'espace de seulement 15 ans, plus de 2/3 de la mortalité maternelle a été réduite, de plus de la moitié pour la mortalité des enfants de moins de 5 ans, et une espérance de vie qui se vit améliorée de plus de 6 ans. Et bien sûr, ai-je besoin de rappeler l'excellente gestion de la crise sanitaire en 2020. Éducation peut-être, taux de scolarisation et lutte contre l'analphabétisme. Écologie, culture, tourisme international. Bon, honnêtement, mon empathie m'empêche d'aller plus loin et de continuer à vous dresser le tableau de l'évolution généralisée de notre pays qui apparemment gêne la respiration de certains ici. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, le Maroc peut contempler avec satisfaction le chemin déjà parcouru et regarder avec espoir le chemin qui s'ouvre à lui vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, grâce à la politique de développement généralisée, globale, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc continue d'enchaîner les exploits, de réaliser ses objectifs et de faire face aux difficultés dans un esprit empreint de sagesse, de persévérance et de patriotisme. Et justement, notre exploit footballistique en Coupe du Monde n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de cette même stratégie d'une vision éclairée, donnant un élan inédit à toutes les disciplines sportives, pas seulement au foot. Mais que cette performance s'intègre dans un environnement socio-économique stable et développé, et justement qui reflète une évolution sur tous les domaines. Malheureusement, les malheureux qui étreignaient désespérément leur bouée d'illusions se retrouvent noyés dans cet océan de réalité.
Très chère audience, ne vous laissez pas emporter par le pessimisme de certains, voyant dans chaque opportunité une difficulté et dans chaque évolution une faille. Rejoignez plutôt le train de l'enthousiasme. Le prochain arrêt est prévu au sommet. Merci. Monsieur Ali, merci d'avoir répondu à notre question. Je ne vous contredirai sûrement pas. Afin d'avoir une bonne équipe, il faut avoir un entraîneur bien entraîné dans des infrastructures qualifiées. Mais justement, de quelle infrastructure parlez-vous? Car Walid Regragui a été entraîné à l'étranger. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver, mais aussi de débattre contre nos ambassadeurs. Je ne vous cache pas que ce sujet me tourmenta à bien des égards, mais je me devais de braver la confusion qui pavait mon esprit. Et aujourd'hui, après des recherches acharnées qui ont rythmé la nuit de mon existence, je vous expose les fruits de mes recherches. En 2022, les Marocains triomphent. Les Marocains acclament, les foules s'électrisent, les routes deviennent bien trop étriquées et ne peuvent contenir l'esprit populaire enflammé. C'est alors que dans un moment d'extase, d'exaltation du Marocain et de ce qu'est la marocanité, dans un moment de positivisme hystérique et généralisé, d'optimisme inégalé, que nous avons commencé à dérailler, à extrapoler une réussite purement footballistique à des secteurs dénudés de lien avec cet exploit. En 2022, le Maroc arrive en demi-finale. C'est une grande nation. Mais n'en était-elle pas moins une grande nation en 2018 quand nous nous sommes fait sortir en phase de poule? Je me le demande bien. Pourquoi est-ce qu'aucun développement ne s'est reflété sur nos performances footballistiques entre 1998 et 2018? Période qui, je le rappelle, a connu l'inauguration du port Tangemed, l'instauration de l'INDH, l'arrivée de l'industrie automobile au Maroc et une pléthore de projets développementaux conséquents, mais qui n'a pas connu une seule qualification du Maroc à la Coupe du Monde. Tant de doutes et de questionnements qui se soulèvent, mais une vérité inébranlable persiste à l'image d'une stèle se dressant dans une prairie de calomnie. Il n'y a pas de corrélation logique entre l'exploit footballistique des Lions de l'Atlas et le développement de notre nation. Pourquoi encore est-ce qu'en 1986, quand le Maroc a réalisé un autre exploit historique? Oui, car les Marocains ont cette tendance fâcheuse qui les pousse à briser les records et chambouler l'histoire. Pourquoi est-ce qu'en 1986, quand le Maroc fut la première nation africaine à passer en huitième de finale, personne n'avait fait le rapprochement avec le développement que connaissait notre nation? Eh bien, c'est justement parce que nous étions en pleine crise. Après la révolte du pain en 1981 et la crise économique de 1983, avec une hausse dans les prix de la nourriture allant jusqu'à 77%, les péripéties du mondial de 1986 ont évolué dans un contexte économique tumultueux. Mais cela n'a pas empêché l'exploit. Mais quand cette réussite a coïncidé avec un semblant de développement, on saute à l'occasion pour embellir notre condition. Et c'est justement cette hypocrisie que nous dénonçons aujourd'hui. Alors méfiez-vous de l'hypocrisie qui se cache sous la franchise du regard et sous la beauté du verbe. Méfiez-vous, mesdames et messieurs, de ce cheval de Troie qui essaye de se mêler à l'imaginaire collectif marocain en usant de stratagèmes propagandistes malveillants, qui montre de façade un positivisme charmeur, mais qui cache en ses entrailles une réalité camouflée. Merci beaucoup. Tout d'abord, ma chère demoiselle, vous avez raison, hein, le mot azimut est la véritable star de ce débat, si bien qu'il en a même volé la vedette à votre argumentaire. Concernant vous, mon cher damoiseau, je me permettrai de vous couper dans votre élan en vous rappelant que Walid Regragui a entraîné en Afrique, a eu le diplôme d'entraîneur de la CAF avant de le faire en France et en Europe. Mais passons, soyons miséricordieux. Misérable d'hier, champion d'aujourd'hui, il n'aura suffi que de faibles semaines, de maigres semaines, pour convaincre tout un peuple de son génie. Cette Coupe du Monde, brèche inespérée dans la monotonie d'un quotidien oppressant, est venue nous surprendre dans nos convictions. Après avoir fait du doute notre religion et du pessimisme notre prophète, nous avons appris que les voies du Seigneur étaient bel et bien pénétrables.
En effet, c'est toute une nation qui s'est dressée, fière de l'exploit de ses rejetons, dans une ferveur sans égale. Ici et là, des cris, des chants, et aussi une marée, une masse drapée de deux seules couleurs, le rouge et le vert, de quoi rééditer un chef-d'œuvre stendhalien. Pourtant, si nous pouvons nous prévaloir d'avoir pénétré les voies du Seigneur, nous ne pouvons pas affirmer l'appareil pour ce qui est des dons de la Providence. L'argent, ainsi que la gloire, malheureusement, ne tombent pas du ciel, et au dire de notre propre sélectionneur, ce que nous avons réussi à faire au Qatar ne relève pas du miracle. Au-delà des détails techniques et statistiques brillamment introduits par mon camarade Ali ici présent, je pense qu'il relève aussi du sens commun de dire que le bal des plans stratégiques et des autres investissements d'État ne sert pas qu'à remplir les journaux télévisés et à vous tenir compagnie entre deux bouchées pendant le repas du déjeuner. Au contraire, c'est par ces choix structurés et structurants de l'Académie Mohamed VI, en allant au nouveau modèle de développement, que notre pays a pu conquérir des places de choix dans le domaine sportif, tout en assurant un taux de croissance constant dans les autres domaines. Mais malgré cet état de fait, malgré ce tableau resplendissant, quelle n'a pas été ma surprise, mesdames et messieurs, de constater qu'aujourd'hui, ce sont les acteurs les plus jeunes de la scène qui prennent le pari du pessimisme. Pour ma part, émergeant de ce naufrage qu'est la vieillesse, je constate tout de même que mon optimisme n'a toujours pas passé l'arme à gauche. En tout cas, sachez qu'en vous engageant sur la voie d'Antigone, vous désignez compagnon de ceux que Chateaubriand appelait de ses propres termes les mailleux, des figures grotesques, girouettes à la merci des vents tournants, dont le plus noble artifice est de brosser les descriptions les plus délétères en tout temps et en toute heure. S'y est-il alors, pour les jeunes lycéens que vous êtes, voulant faire de leur lendemain un bien meilleur jour que leur aujourd'hui, de s'engager dans l'abîme de la désespérance? S'y est-il, mesdames et messieurs, alors que nous célébrons aujourd'hui l'exploit national de délaisser la vaillance de nos lions pour la couardise des rongeurs? S'y est-il, enfin, de faire fi de ce noble optimisme dont les vertus rassasient l'âme et animent le cœur? À tous les truismes que je viens d'énumérer, la seule réponse qui vaille est la négative. Mais vu que c'est la palissade échappe à la compréhension de nos jeunes convives, je ne puis qu'espérer qu'ils fassent preuve de davantage de discernement pour que la réalité puisse leur être enfin effective. Certes, le Maroc n'est pas un havre de paix. Certes, les problèmes existent et subsistent. Et l'histoire nous a montré que ce pays à la population pourtant si pieuse n'a cessé d'endurer le malheur des damnés. Mais ne vous méprenez pas, la démarche et la marche du développement est toujours trompeuse. Elle prend toujours une mine triste et rabougrie, alors qu'en son sein, les choses ne cessent de changer. Et s'il est des personnes que je puisse prendre à témoin pour plus soyer à mon propos, j'appellerai à cette honorable tâche notre non moins honorable directeur, dont les cheveux désormais blanchis, qui, dois-je le rappeler, ne lui ont rien retiré de sa jeunesse ni de sa vigueur, traduisent néanmoins une vérité tout autre, qui échappe à nos jeunes étalons du jour, et qui est celle de dire bien, que la voie du succès est pavée de tout, sauf de quiétude. Alors à vous, vous qui nous croyez du même cuir que Pangloss, célèbre personnage de la satire voltairienne qui, de la pointe de son optimisme fendant les frontières du véridique, radote tout azimut que tout va bien dans le meilleur des mondes, eh bien à vous je dis, chers opposants, rebroussez chemin. Car notre vérité est à trouver aux côtés d'une autre des compagnons de Candide, la vieille, si vous connaissez l'histoire, qui, une seule fesse en guise de postérieur, a tout de même réussi à faire la part des succès certains et provoqués, des autres vicissitudes passagères qu'elle a traversées lors de son périple. À méditer. Je pense que c'est plutôt Walid Regragui qui vole la vedette à vos arguments. Il est de notre devoir de combattre la désinformation. Et Walid Regragui est né en France, il a été formé en France et ensuite il est venu en tant qu'entraîneur au Maroc. Merci. Mesdames et messieurs, honorable jury, très cher public, bonjour. Les mots me manquent pour décrire mes émotions au moment où je vous parle. À l'instant où je vous regarde, je me regarde petite fille, admirante et qui admire encore les personnes auxquelles je suis confrontée aujourd'hui. C'est un honneur et un honneur pour moi de débattre sur ce sujet qui nous unit et nous rassemble ce soir.
En analysant attentivement le sujet du jour, il nous semblerait, maintenant que le Maroc s'est incontestablement démarqué lors de la Coupe du Monde et qu'il ait fait son exploit footballistique, de constater qu'il ait fait un développement extraordinaire. Certes, le Maroc a bel et bien progressé, mais ce progrès est-il assez conséquent? Ensuite, chers opposants, et je vais le répéter, votre position est de défendre que ce développement a dû être établi dans toutes les directions, à tous les sens, d'où vient le terme tout azimut. Mais laissez-moi vous éclairer une chose. Le Maroc ne s'est pas développé dans tous les domaines. Ce n'est là que mon humble avis, mais si la merveilleuse histoire que nous avons vue grâce au Maroc est à la base le reflet de son développement tout azimut, j'aurais imaginé la meilleure des cités, une délicieuse patrie, une fantastique, une fabuleuse, une impressionnante nation. Mais aussi loin que mon imagination m'emmènera, ma logique accourra au galop et la réalité me heurtera violemment. Chers camarades, je ne suis de nature guère pessimiste, mais plutôt réaliste. Là est la nuance des choses. Mesdames et messieurs, si l'exploit footballistique du Maroc est le reflet de son développement tout azimut, où est le reflet de l'augmentation du taux du chômage? Où est le reflet de ces 15 000 femmes de plus que l'an dernier victimes de violences conjugales? Où est passée la 87e place qu'occupe le Maroc dans son indice de corruption? Où est passé le reflet de ces enfants maltraités et abandonnés? Ces 269 000 enfants qui ont abandonné l'école? Ces 41,9% de Marocaines qui sont toujours analphabètes? Ces 23,9% d'étudiants qui ne sont ni stagiaires, ni employés, ni étudiants? Où est passé les inégalités entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs, les pénuries d'eau, le système éducatif défaillant? Si notre situation devait être reflétée lors de nos affrontements au foot, je suis navrée de vous dire que nous aurions été déçus. Mais pardonnez au Maroc, voulez-vous? Pardonnez-lui de laisser les meilleurs joueurs s'entraîner en France. Pardonnez-lui l'exode ou la fuite des cerveaux. Pardonnez-lui de ne pas offrir un meilleur salaire, une reconnaissance professionnelle, un autre mode de vie. Allez-y, chers opposants. Pardonnez-lui de ne pas accorder un secteur éducatif et santé supérieur. Pardonnez-lui tant de choses. Et ensuite, allons dire que son exploit footballistique reflète son admirable développement tout azimut. Cessons de faire les aveugles et faisons réellement face à l'inévitable réalité. Le Maroc a évolué d'une autre part, et d'une autre part, il a réalisé un fantastique parcours au foot. Mais lier les deux dans une seule et même phrase, où le premier est conséquence du deuxième, n'a pas de sens en lui-même. Merci. Chers opposants, nous avons défini notre période de référence, soit près 2008, parce que le développement et les stratégies se font à long terme. De plus, le développement n'est pas une amélioration dans l'absolu. Apprenez à nuancer vos propos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Le Maroc ne vient pas seulement de changer de siècle, mais il est en train de changer d'ère. Le Maroc a montré que c'était possible. Oui, une nation africaine pouvait faire du titre mondial une ambition légitime. Oui, les exploits marocains au Qatar ont donné un avant-goût de ce qui pourrait devenir une habitude, non seulement dans le futur du mondial, mais dans tous les domaines. Le Maroc devient alors la première sélection africaine à se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est la sélection de Walid Regragui qui a franchi ce plafond de verre. Un Walid Regragui qui est le premier entraîneur africain à faire un tel exploit en Coupe du Monde. Et cela témoigne de beaucoup de choses, notamment des changements de mentalité au Maroc, puisque jusqu'à récemment, la plupart des sélections faisaient confiance à des entraîneurs européens ou sud-américains. Un Maroc où les grands postes étaient occupés par des étrangers, où compétences rimaient avec importation d'une élite intellectuelle. Walid Regragui, qui est un entraîneur qui n'a jamais déçu, puisque même au Wydad Casablanca, il avait réalisé des performances historiques. Vous l'aurez bien compris, Walid Regragui est un écrivain qui rédige l'histoire des équipes par lesquelles il est passé. C'est un entraîneur en or. Un exploit qui reflète aussi la bonne gouvernance de la Fédération royale marocaine de football, notamment Fouzi El Qjai, qui en a été en grande partie le catalyseur. Il était omniprésent et agissait dans l'ombre. Fouzi El Qjai est ainsi l'initiateur de plus de 40 conventions de partenariat
avec des fédérations africaines, lesquelles permettent au Maroc de conserver une aura dans le milieu à l'échelle du continent. Deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, la CAF, et directeur du budget au sein de la même organisation panafricaine, le natif de Berkane a restructuré et fait avancer le football et l'a professionnalisé depuis son accession à la tête de la Fédération royale marocaine de football en 2014. S'ajoute à cela la création d'un baccalauréat sportif en 2019 au Maroc qui permet à la fois de recevoir un enseignement général, un enseignement adapté au sport et une formation sportive. Après ce bac, les lauréats peuvent soit devenir des athlètes de haut niveau ou des cadres spécialisés dans le domaine du sport. Bref, tout cela pour vous expliquer, mesdames et messieurs, que nous disposons de compétences solides, pas uniquement en football ou en sport, mais dans tous les domaines. Si par exemple le Maroc aujourd'hui commence à reprendre sa place et sa notoriété au niveau international, c'est aussi grâce à Nasser Bourita qui avait vite compris que l'ère du tiers-mondisme et de l'abaissement était bel et bien révolue. Nasser Bourita peut s'enorgueillir de figurer bien en tête et bien en vue parmi les 3 ou 4 premiers ministres des Affaires étrangères les plus performants de l'histoire moderne du royaume et en tête de ses homologues d'Afrique et du monde arabe. Un ministre lauréat de la faculté des sciences juridiques, sociales et économiques de Rabat, qui, de par sa capacité à camper la complexité des situations géopolitiques, régionales, continentales et internationales, et de par sa vivacité et sa réactivité, a fait du Maroc le partenaire privilégié en Afrique que tout le monde courtise. On peut aussi parler d'un Nader Khiyat qui a fait ses études ici au Maroc à Tétouan. Connu pour ses succès interplanétaires, il a remporté durant sa carrière 2 Grammy Awards et 3 Brit Awards. Il s'agit de Redouane. Redouane qui est le directeur actuel exécutif du divertissement de la FIFA, qui a ainsi contribué au renforcement de la présence marocaine dans de telles manifestations internationales. Mesdames et messieurs, cette prise de conscience de l'importance des compétences en lien avec les développements est de plus en plus présente et à différents niveaux. Nous assistons à une mutation intellectuelle portée par une élévation du niveau de formation et d'éducation, une plus grande féminisation et une plus grande diversification culturelle. Chers opposants, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Alors ne nous sous-estimons pas. Ayons confiance en nos compétences. Nous pouvons le faire. Portons un regard positif sur nos exploits et n'acceptons pas que le développement d'un autre pays soit le baromètre de notre propre développement. Avançons à notre propre rythme et ayons confiance en nous et osons le changement. Car avoir peur du changement, c'est ignorer ses capacités. Merci. Si la magie existe réellement, je ne pense pas qu'il y ait de meilleure illustration qu'un ballon rond. Après l'arrivée surprenante du Maroc en demi-finale, ce petit pays qu'on ne peut pas situer sur une carte, comme dirait Franck Leboeuf, tout un peuple s'est réuni derrière cette équipe de 11 joueurs. Un peuple qui était tant partagé, que ce soit entre les laïcs et les islamistes, les conservateurs et les libéraux, les droitards et les gauchos. Ce peuple a finalement retrouvé l'union qui lui manquait tant. Un peuple qui espérait goûter à une goutte de bonheur après avoir été témoin de tant de malheurs, s'est vu se faire servir tout un océan. À défaut d'avoir su gérer cette énorme quantité, nous avons malheureusement fini par nous noyer. L'exploit footballistique de l'équipe nationale marocaine est le reflet du développement tout azimut qu'a connu le pays. D'abord, on voit bien ce que cette phrase a de contradictoire. Comment l'équipe nationale pourrait alors refléter un développement azimut qui n'a jamais eu lieu? Certes, le Maroc a vu certains de ces secteurs se développer indéniablement, mais aller jusqu'à clamer haut et fort que c'était le cas pour tous ces secteurs reviendrait à croire en l'irréel. Peut-être ne pas croire qu'on sait, sans savoir qu'on croit. Mesdames, messieurs, c'est pour mon plus grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, à débattre contre des personnes que je respecte tant, pour la qualité de débat qu'ils ont su nous offrir et pour les prestations les plus impressionnantes que j'ai pu voir. Mais après avoir entendu vos propos aujourd'hui, moi, qui n'ai pas cessé de vous admirer, eh bien je vois que je n'ai réellement rien à vous envier. Je ne sais pas si c'est la nostalgie qui a eu raison de votre bon sens, mais il doit bien y avoir une explication rationnelle derrière l'irrationalité de vos propos. Si la contradiction saute aux yeux, il faut avouer qu'il faut être bien naïf pour croire qu'il suffirait de se développer pour accomplir un exploit en football.
Sans cela, il y a bien longtemps que les États-Unis, le Japon et la Russie auraient été champions du monde. En parlant d'exploit, il est dur de ne pas évoquer l'exploit brésilien en 1958, quand le Brésil s'est vu remettre sa toute première étoile. Le Brésil était pourtant considéré pendant l'intégralité des années allant de 1950 à 1960 comme un pays du tiers-monde. Un pays qui brille certes par ses prouesses footballistiques, mais qui laisse encore à désirer. En 2017, près de 64 000 personnes ont été tuées dans le pays. Le nombre de victimes est comparable à celui d'un pays en guerre, comme la Syrie. Sans oublier les inégalités quotidiennes auxquelles est confrontée la population brésilienne. Comment pourrait-on alors prétendre que c'est le développement d'un pays dont la population est laissée à la merci des cartels qui est responsable de ses exploits footballistiques? Sans oublier sa voisine l'Argentine, un pays qui s'est vu récemment remettre sa 3e étoile. Après que Lionel Messi ait décidé de suivre les pas de son prédécesseur, maintenant prédécédé, Diego Maradona, en remettant à son pays sa 3e coupe. Un pays qui souffre pourtant d'une énorme crise économique après le choix des autorités argentines au début des années 90, ce qui leur a valu une inflation énorme, et cela jusqu'à aujourd'hui. Mesdames, messieurs, si notre football reflétait réellement le développement de nos sociétés, alors le Maroc aurait été éliminé en phase de poule. Merci. Alors, tout d'abord, ma chère demoiselle, je vous félicite pour votre prestation, mais je déplore parfois, disons, l'aspect peu logique de votre argumentaire sur l'Argentine, parce que si vous auriez passé un peu plus de temps à travailler votre discours qu'à regarder mes débats et en prendre quelques formules gracieuses, vous auriez compris que, je repassais après pour les droits de diffusion, vous auriez compris que l'exception ne confirme aucunement la règle, au contraire, et que tout simplement, à défaut d'avoir un Lionel Messi qui puisse naître dans les rues les plus malfamées de votre pays, il faut travailler pour avoir un exploit sportif. Pour ce qui est de vous, autres demoiselles, je prendrai vos noms plus tard, je dirais sans connotation douteuse que vous m'avez l'air tout d'une vendeuse de tapis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites « Regardez, le chômage, ça va mal, les droits des femmes, etc. » Mais ici, nous parlons de temporalité. Et quand nous parlons de temporalité, évidemment que le taux de chômage est encore haut par rapport à la France, par rapport aux États-Unis. Évidemment que les droits des femmes sont encore bafoués, c'est tout à fait malheureux, mais faites la comparaison avec le Maroc d'il y a 10 ans, d'il y a 30 ans. Le Maroc des années de plomb, vous ne seriez même pas ici pour pouvoir vous exprimer librement. Donc soyez-en, disons, assez concentrés sur ce point-là. Bon, ces remarques correctives... Merci. Ces remarques correctives ayant été adressées, l'heure est venue, encore une fois, de réexpliquer à ces jeunes gens l'absurdité de leur position. Pourtant, ce n'est pas à défaut d'avoir essayé. Et je vous y prends à témoin, cher auditoire, car... Vous aviez vu que mes camarades et moi n'avions cessé de leur servir les arguments du plus grand cru. Mais décidément, leurs forteresses intellectuelles sont gardées par un très grand Yassine Bounou. On nous dit que tout va mal, que la gloire est tombée du ciel et que la chance a décidé de nous sourire 5 fois d'affilée, comme par mégarde. Avec ses opposants à l'invective facile et à la réplique un peu plus compliquée, tout semble possible dans le pays de la sorcellerie. Chers opposants, à défaut de pouvoir radoter ce qui serait une insulte à votre intelligence, je me contenterai de vous rappeler à regarder autour de vous, à vous enraciner dans le développement de votre propre pays. Et en vous enracinant, vous me permettrez la petite digression lyrique, eh bien vous verrez qu'il y a des arbres, des rivières, des poissons, des frères et des sœurs, et toute une nation résolument tournée vers les pages, et les plages aussi, les plus blanchâtres d'un avenir des plus radieux. Au Maroc, et malgré les aboiements successifs de ceux qui ont fait de la critique et du pessimisme une rente, l'hôpital ne se fout plus de la charité et ne fait encore moins appel à ses faveurs. Le voyage n'est plus cette part d'enfer qui n'a jamais cessé d'être, et les mentalités, comme vous pouvez le voir, les jeunes générations sont prometteuses, n'ont cessé d'aller de l'avant. Tel est donc, mesdames et messieurs, c'est ironique, ne commencez pas à me jeter des tomates, s'il vous plaît. Vous pouvez les garder pour tout à l'heure. Telle est, mesdames et messieurs, la réalité que nos opposants, en se fourvoyant lamentablement, comme il est d'habitude de dire des opposants, refusent d'admettre. Mais ne vous inquiétez pas.
Nous n'allons pas laisser ces prédicateurs du pessimisme vous entraîner dans leur bourbier, si vous me permettez l'expression. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, emboîtez notre pas et faites le pari du succès, le seul qui vaille. Je vous remercie. Alors, déjà, mademoiselle, bon, je ne connais pas votre nom, mais bon, c'est pas parce que vous avez, avec tout le respect que je vous dois, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, c'est pas parce que vous avez défini votre période de référence qu'on va être obligé de s'y plier. Monsieur Lessier, j'ai bien aimé le copier-coller de qualité du HCP que vous nous proposez aujourd'hui, 7,5% de croissance du PIB, crise sanitaire, mais je vous en veux. Je vous en veux vraiment parce que, pour ne pas avoir totalement copié le site, et ne pas nous avoir informé des 12% des Marocains qui vivent sous le seuil de pauvreté, des plus de 1 million de Marocains qui vivent encore dans des bidonvilles. Mais bon, soyons miséricordieux, n'est-ce pas, monsieur Rdjewi? J'ai 24 ans. Je suis né à Madrid et issu d'une fratrie de 3 enfants. Ma mère, qui a toujours cru en moi, déboursait la totalité de son salaire d'aide ménagère pour financer mes formations au football. Mon père était marchand ambulant et passait ses journées à m'accompagner à mes entraînements. Comme vous pouvez le voir, je viens d'une famille très modeste, qui s'est battue, qui a lutté pour gagner sa vie, en l'occurrence la mienne. C'est pour cela, et j'ai pu ainsi, dès l'âge de 7 ans, intégrer le Real Madrid. J'ai pu intégrer le Real Madrid, un club qui, au jour d'aujourd'hui, moule encore les médailles que je reçois. Mesdames, Messieurs, je suis Achraf Hakimi. Et par la grâce de mon donc rural et des journées que j'ai passées à piétiner sur du gazon tout frais et à parfaire mes passes, j'ai pu gravir les échelons un par un. J'ai pu gravir les échelons et j'ai pu tirer des buts décisifs, mais aussi tirer mon pays vers le haut, le menant ainsi à atteindre la demi-finale de la Coupe du Monde. Vous le savez bien sûr. Mais s'il y a bien une question qui me trotte dans la tête sans cesse, c'est bien, où était-il ce pays pour lequel je me bats depuis tant d'années? Où était-il quand moi et ma famille étions au fond du gouffre? Où était-il? Que m'a-t-il vraiment offert? Et je ne suis pas le seul à me poser ces questions. Ziyech, Amraout, Mzraoui, Abou Khlal sont nés et ont grandi aux Pays-Bas. Al-Khennous, Agard Zraoui, Sha'ir, Amlah sont nés et ont grandi en Belgique. Et tous les autres joueurs clés de l'équipe nationale sont nés et ont grandi dans des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Tous ces joueurs, tous ces héros, qui ont tout autant offert de leur sang, de leurs larmes et de leur sueur au peuple marocain. Ils ont tous pu jouir d'un accompagnement du plus jeune âge, par les États européens, par des académies européennes. Seulement 3 joueurs de l'équipe nationale sont issus d'une académie marocaine. 3 joueurs sur 26. C'est ça le développement du Maroc. Et puis, donc, la dure vérité qu'il faut que vous acceptiez aujourd'hui, chers opposants, c'est que la quasi-totalité des joueurs de l'équipe nationale se sont formés en Europe. Donc non, le développement du Maroc et la prestation des joueurs n'ont aucune corrélation, parce que ces derniers ne sont tout simplement pas le produit de ce soi-disant développement. Je vois des visages subjugués dans la salle. Croyez-moi, j'aime autant mon pays que vous.
je ne fais que dire à voix haute ce que tout le monde pense tout bas. Et puis ne vous méprenez pas, je ne suis en aucun cas en train de douter de la marocanité de ces joueurs. Après tout, ils ont été élevés dans un foyer marocain, ils ont été nourris de la main de leur mère marocaine, ils ont très certainement vécu les mêmes traditions de jour de l'Eid, ont même reçu quelques barbouches sur la tête, ils en sont fiers. Ils en sont fiers. Ce que je vous reproche aujourd'hui, chers opposants, c'est d'attribuer au Maroc des exploits évolutifs fins, des opportunités footballistiques exceptionnelles qu'il n'a pu offrir aux effectifs de ces académies nationales. Des titres qui n'ont aucune nuance marocaine, malheureusement. Mais aussi d'attribuer au Maroc des exploits imaginaires au niveau du développement. C'est pour ces raisons-là que je suis ici devant vous et je voudrais qu'on parle tous du vrai développement, mesdames et messieurs. Le développement que l'on vit, le développement qu'on sent, le développement qu'on touche. Le développement qui se passe ici, mesdames et messieurs. À quoi bon supporter votre équipe? C'est quand elle gagne, vous sortez dans les rues et rugissez comme de véritables lions, et quand elle perd. Quand elle perd, vous cachez derrière vos écrans et insultez les joueurs de tous les noms. Vous appelez ça le développement de la mentalité. Merci. Alors, honnêtement, vous êtes très... Vous avez beaucoup d'audace, honnêtement, mais malheureusement, très peu de recherche. Alors, au lieu de 3 joueurs qui viennent de l'académie marocaine, il s'agit là de 11 joueurs sur 26. Et vous savez, c'est absurde quand même de comparer le nombre de joueurs venant de l'académie, parce que j'ai du mal à voir les joueurs français dans l'équipe française. Non. Mais en tout cas, vous êtes doué dans les agressions gratuites, mais vous avez très peu de sens de l'écoute, parce que nous n'avons pas déterminé une période sur laquelle vous devez vous reposer pour faire votre comparaison des statistiques. Nous vous avons donné le choix de comparer le Maroc d'il y a 10 ans, 30 ans, mais ne vous venez pas berner l'audience en comparant le Maroc de la crise sanitaire de 2020, parce que il s'agissait d'une crise mondiale. Le taux d'agression, le taux d'agression conjugale dans le monde a augmenté, de chômage dans le monde a augmenté. Donc, quand même, il s'agit d'un contexte particulier qui, normalement, ne devrait pas ressortir. Et honnêtement, n'essayez pas de berner cette audience-là. Elle est suffisamment compétente pour faire un jugement correct et ne pas se laisser faire par des arguments fallacieux. Bon, mes amis, depuis tout à l'heure, vous essayez de vous fatiguer à construire une argutie pour pallier à une pensée aussi fausse qu'absurde. Vous emmêlez les pinceaux dans la construction d'un argumentaire cohérent jusqu'à en perdre votre crédibilité. Mais bon, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je suis gentil. Vous me permettrez, mes amis, de vous trahir à l'espace d'une intervention pour rejoindre le camp adverse. Alors, mesdames, messieurs, j'imagine un monde où l'exploit footballistique ne serait pas le reflet du développement tout azimut du pays. J'imagine un monde où un pays anéanti par les crises économiques, où les ressources humaines, naturelles et financières manquent, mais où l'on ne manque jamais de cuir et de tissu pour fabriquer un ballon de foot. J'imagine un pays ravagé par la pauvreté, où les gens pâtissent et crèvent de faim, mais où il ne manque jamais d'un ballon de foot pour oublier leur misère. J'imagine une nation où l'agriculture n'est synonyme que de terrains en ruine, mais où la pelouse pousse. J'imagine un pays où les professeurs font défaut, mais où les entraîneurs ne manquent pas. J'imagine... Non, honnêtement, mon imagination a des limites. Il y a la limite de l'aberration et de l'absurdité. Parce que oui, c'est une folie de croire que dans un pays où les crises économiques se succèdent, où un pays qui peine à gérer son économie, sa politique, son système de santé, emportera de l'attention au développement de son équipe nationale. Mesdames, messieurs, c'est une absurdité de croire que dans un pays qui étouffe sous le poids de son sous-développement,
il y aura un quelconque exploit footballistique. Et d'ailleurs, pourquoi ne voit-on pas d'exploits footballistiques au Rwanda ou en Afghanistan et au Mali, et j'en passe, des 46 pays les moins avancés selon l'ONU? Bon courage pour répondre à cette question. Donc voyez-vous, très chère demoiselle, voici ce que vous devez nous envier. Le sens du bon sens et de la rationalité, que vous n'avez malheureusement pas. Il est temps pour vous de vous retirer de ce beau crépuscule qu'est le mensonge devant lequel vous semblez vous complaire et de vous laisser aveugler par la lumière de la vérité qui veut que derrière chaque exploit footballistique se cache un pays en développement et en évolution. Merci. Bien que j'ai du mal à comprendre l'hostilité ambiante, je suis encore plus frappé par les discours dont la beauté des formules n'a d'égal que le manque de fond. Oui, je me joins aux hostilités pour le beau jeu. Alors, cher auditoire, l'histoire est emplie de mille sagesses. Et aujourd'hui, l'histoire de notre nation a infirmé l'affirmation que nos opposants défendent avec ferveur. L'histoire du monde même va à l'encontre de cette idée, comme l'a si bien démontré ma camarade. Ce lien entre développement et football que nous avons bricolé avec hâte afin de pouvoir alimenter la machine médiatique, toujours en quête de plus de polémiques, de problématiques qui désunisent et qui sèment la discorde. Ce lien n'existe pas. Cet exploit ne reflète aucun développement. Cet exploit ne reflète qu'une supériorité technique, un génie stratégique et une foi qui ne vacille pas devant les épreuves les plus éprouvantes. Ce n'est que lorsque le hasard regroupe ces trois facteurs dans un même individu ou un même groupe que le destin se retrace et la grandeur s'édifie. Merci pour votre attention. Bonjour mes amis, alors j'ai le bonheur de vous annoncer que on va avoir quelques minutes de bonheur en plus. On va essayer de passer de rester encore un petit peu, peut-être qu'on va pas se plier aux 30 minutes parce qu'on aime beaucoup ce débat et qu'on veut bien prolonger si vous l'acceptez, chère équipe. C'est pas grave pour la pénalité du temps, on est là pour le fair play, on est là pour le show. Moi, tout d'abord, donc au-delà du débat rationnel, idée contre idée, argument contre argument, fait contre fait. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la dimension affective en fait d'un tel sujet, sur qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous quand on défend une position ou une autre. Les discours pessimistes autour des institutions de ce pays, on les connaît. Alors je vais essayer de caricaturer un peu, c'est pas pour être méchant, mais juste pour ressortir la contradiction. Donc les discours pessimistes, on les connaît, on connaît les très célèbres adages du politicien tous pourris, de les Marocains n'ont pas encore les mentalités, etc. Il n'y a pas assez de moyens un peu partout, de plein de choses. On a plein d'adages qui ne sont pas très flatteurs sur nous-mêmes. Et moi, j'ai souvent remarqué chez les gens qui prenaient ce genre de discours une certaine lassitude, parfois une misanthropie. À l'extrême, une envie de quitter le pays ou juste de le quitter sans le quitter. En fait, vivre dans le pays sans se sentir vraiment concerné. Au fond, vivre en regardant éternellement par la fenêtre. À l'opposé, je dirais qu'on se lève beaucoup plus facilement le matin dans un pays dont on sait être fier, dont on sait reconnaître le chemin déjà parcouru et dont on peut situer soi-même, en fait, la place qu'on prend notre propre contribution dans le train de son évolution, tout en ayant à l'esprit qu'un train, c'est pas un TGV, c'est pas un avion, qu'il faut arrêter de se comparer, et que le train avance avec ses moyens de train, naturellement. L'optimiste n'a pas plus raison que le pessimiste, ou que le réaliste, c'est peu ou prou la même chose. Il a cependant beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'entrain pour affronter la réalité. Et cette énergie, c'est pas rien, les amis. C'est vraiment pas négligeable. C'est le sourire de Bono quand il s'apprête à arrêter de péno face à l'Espagne. C'est la fameuse Nia, évidemment, qui fait que la balle tape le poteau et sort quand c'est contre le Canada, et tape le poteau et rentre. Il n'y a pas eu encore de cas où ça s'est passé, mais ça se passera, Inch'Allah. Cette énergie, cet entrain, c'est vraiment important. On a tous vu les célébrations, on a vu à quel point le peuple marocain avait soif de cet entrain, avait soif de bonheur, de joie, de communion, avait besoin de se dire par moments « je suis parce que nous sommes ».
besoin de voir l'intersection entre l'identité individuelle et l'identité collective, besoin de célébrer des héros, besoin de s'aimer entre nous, besoin de se faire confiance les uns les autres. Et je vous vois venir, ce n'est pas une confiance béate, ce n'est pas une confiance naïve. Il y a plein de raisons d'avoir confiance dans le peuple marocain. On a vu qu'on avait des joueurs, des coachs, certes, on a aussi des joueuses qui vont jouer la prochaine Coupe du Monde en Australie. Mais on a aussi de l'expertise technique dans plein de domaines. On a des scientifiques connus dans le monde entier. Je cite les récents exemples de Moncef Slaoui ou de Rachid Liazami et les batteries à lithium. On a des politiciens très investis. Moi, je pense à des gens comme Amar Balafrej ou Nabil Amounib dans le paysage à gauche. On a des journalistes très dévoués. On a une société civile très active au Maroc. Quand je vois les chiffres du ministère de l'Intérieur, le nombre d'associations est passé d'environ 4 000 au début des années 2000 à plus de 110 000 aujourd'hui, dont 24% opèrent dans le domaine du social et 21% dans le domaine de l'environnement. On a une vitalité de notre jeunesse que nous enviraient beaucoup de pays développés, on a une force démographique, on a aussi une maturité citoyenne. Quand je vois les mouvements populaires qu'il y a eu au Maroc, que ce soit le mouvement du 20 février ou le Hirak du Livre, ça a été des mouvements globalement pacifiques par rapport à ce qu'on pouvait voir et ce qu'on pouvait voir dans d'autres pays, ce qui témoigne là aussi d'un certain degré de maturité politique des Marocains, alors qu'on les a longtemps bafoués là-dessus. On a toujours dit que les Marocains n'étaient pas prêts, etc. Donc voilà, il y a plein de raisons d'espérer, et je suis sûr que dans cette salle, si on voit chacun dans son voisinage, on va repérer au moins une personne sur trois, allez, une personne sur trois, on va se dire, cette personne, je suis fier d'être son compatriote, cette personne va apporter une contribution spéciale au Maroc, et pour moi le Maroc c'est ça, c'est le peuple qui donne le tempo. Qu'est-ce qu'un pays? On peut philosopher là-dessus. On peut réduire un pays à ses institutions, surtout celles qui fonctionnent pas encore très bien, mais pour moi un pays c'est d'abord le peuple qui le vit, qui le fait tenir, et ce peuple il nous donne des raisons d'espérer, ce peuple il est en train de grandir, ce qui va in fine produire beaucoup d'évolutions dans les structures, parce qu'avec les changements de génération, avec les changements de mentalité, tout évolue. Donc voilà, moi je conclurai en disant qu'il faut rester optimiste, être patient, reconnaître ce qui a déjà été parcouru, et bien sûr, dire c'est ce qui rend les montagnes beaucoup plus faciles à gravir. Merci. Vous m'excuserez mon ignorance, monsieur Yassine, je ne savais pas que les noms des partis politiques vous revenaient de droit. D'ailleurs, apparemment, l'Argentine est une exception. Qu'en est-il alors de l'Uruguay, du Ghana et du Sénégal? Je vous laisserai le plaisir de compter. L'exploit de l'équipe marocaine a réveillé un patriotisme enseveli chez plusieurs. Dans mon cas, il n'était guère enseveli. Pourtant, il a réussi à unir tout un peuple, tout un continent, toute une fratrie. Cependant, le football n'est qu'un jeu, et on sait tous que la triste réalité finira par prendre le dessus. Mais comment pourrait-on ignorer ce sentiment de fierté qui a secoué le continent africain, le peuple musulman et le monde arabe? Un sentiment que certains pensaient inexistant, que d'autres essayaient de nous faire croire inexistant. Eh bien, il existe réellement. Mais avons-nous réellement besoin que le Maroc gagne contre le Portugal pour crier haut et fort combien nous aimons notre pays et combien nous sommes fiers d'y appartenir? Avons-nous besoin de recouvrir la réalité de mensonges pour célébrer l'exploit des Lions de l'Atlas? Peut-être que c'était juste le bon endroit au bon moment, une vingtaine de personnes qualifiées pour nous représenter, un entraîneur à la hauteur, le tout couronné par une volonté divine. Peut-être en était-il ainsi, je l'ignore. Si c'était aussi simple d'expliquer cet exploit, cela n'aurait rien d'exceptionnel. Combien de nations sauvées par une remarquable performance et combien d'autres au contraire sacrifiées sur le Qatar de l'exploit? Mesdames, messieurs, je me situe aujourd'hui dans cette terre que nous partageons, dans le cadre d'une civilisation moderne, dont le nom nous portons et dont les qualités nous manquons, au nom de valeurs universelles, de pragmatisme, d'opportunisme et de je ne sais quoi encore. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et aujourd'hui, je crains fort que nous nous complaisons dans cet enfer. Fait d'appartenance erronée et de nationalisme, ma foi, incomplet, nous sommes devenus nos propres geôliers et nos propres prisonniers, fiers d'arborer nos propres fers. Dostoïevski a dit, je cite, « La meilleure façon d'empêcher un prisonnier de s'évader est de s'assurer qu'il ne sache jamais qu'il est en prison. » À force de se faire emporter par ces élans fantasmagoriques, par ces lubies nostalgiques ou encore par les élucubrations de mes opposants, nous sommes devenus emprisonnés sans même s'en rendre compte. Mais nous pouvons encore nous évader. Sachez qu'il n'y a aucune fierté à être le 11e pays selon le classement de la FIFA quand on est le 123e au niveau de l'indice de développement humain, derrière des pays en guerre comme la Syrie. Mais il y a certes une fierté incommensurable à être marocain. Une fierté qu'on doit se promettre de manifester, que ce soit dans la victoire et dans la défaite, dans le bonheur et dans le malheur, dans la paix et dans la guerre, dans la vie et dans la mort.
Finalement, j'aimerais remercier ces joueurs marocains de nous avoir fait rêver. Ce sont certes aux yeux du monde entier des joueurs extrêmement talentueux, mais aux yeux de tout un peuple, ce sont des héros. Merci. Alors, je sais très bien qu'on a dépassé le temps réglementaire, mais prenez-moi pour le temps additionnel. Pour rester dans ce jargon footballistique, dans ce jargon sportivo-sportif, je ne vais pas vous mentir. Durant ce débat, ils auraient pu nous infliger le coup de grâce à de maintes reprises. Ils avaient une pléthore d'occasions pour... Ils se sont plutôt retrouvés face à nos buts à de multiples occasions. Mais, et heureusement pour vous, heureusement pour nous aussi, c'est Chtera qu'on a en face. Autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que vu qu'il faut toujours garder les formalités, quoi qu'il puisse arriver, et que nous nous voyons blâmés et par des gens dont l'humeur paraît concertée, je me trouve obligé de laver vos esprits, nos esprits, si purs de ce que ces malandrins y ont pu y colporter. De la même manière que vous avez assisté à ce débat, moi aussi, j'y ai assisté, j'ai vu ce que certaines personnes ont dit et ce que d'autres ont essayé de dire, et que moi, bon, j'ai assisté à ce débat comme vous, et ce que j'ai remarqué, ce que nous avons remarqué, c'est que nous sommes arrivés à ces mêmes pensées. Ils avaient des arguments, des idées, des idéaux qui nous laissaient sur notre faim, tandis qu'une autre équipe avait de quoi nous remplir la panse. Ils avaient des idées timides, tandis que d'autres étaient limpides. Ils avaient des argumentaires qui nous laissaient tous dubitatifs, tandis que ces mêmes arguments qui ont été avancés par mes camarades nous laissaient appréciatifs. Mais vous me direz, ô grand Manitou, grand sage à la chevelure dorée, appréciatif de quoi? Appréciatif des efforts fournis par notre pays. Appréciatif des efforts fournis par notre pays de fond en comble. De fond en comble, que ce soit dans les domaines économiques, éducatifs, sportifs, industriels et logistiques. Maintenant, chère audience, ils vous disent que ce n'est pas possible. Ils vous disent que les exploits que nous avons accomplis n'auront rien à voir avec notre futur. Ils vous disent que l'on va échouer là où on a réussi. Ils vous disent que l'avenir n'aura rien à voir avec notre passé. Ils vous disent tout et le contraire de tout. Ils vous disent tout et le contraire de tout et vous ne voulez plus les croire. Et vous avez raison de ne plus les croire. Car, laissez-moi vous dire, l'impossible n'est pas marocain. Et voici le but en or. Merci. Monsieur Othman, merci pour votre commentaire sur le débat, mais nous attendons toujours votre intervention. Quant à vous, monsieur, j'apprendrai votre nom plus tard. Beau parleur, je dois dire. J'applaudis franchement. Mais savez-vous, c'est difficile de cacher la lumière avec un bout de papier. En d'autres mots, c'est difficile de cacher un manque d'arguments par la langue de bois. Bon, mesdames et messieurs, après un retour à la VAR et après avoir longuement médité leurs arguments, les arbitres et moi n'avons rien trouvé d'assez convaincant pour confirmer la véracité de leurs propos. Bon. Premièrement et tout d'abord, j'aimerais exprimer mon honneur de de me tenir ici, à l'occasion des 40 ans de mon école, mais aussi d'avoir le privilège de débattre contre les légendes, telles qu'on les nomme, du débat de cette institution. Mais comme l'a si bien dit notre directeur ici présent, tout privilège est suivi d'une responsabilité. Mesdames et messieurs, ma responsabilité aujourd'hui est de prononcer les mots sacrés de la raison. Mon honneur s'étend par ailleurs à mon appartenance à ce pays. Ce pays qui a su relier de chaînes d'or le rêve et la réalité. Bon. Chers opposants, ou devrais-je dire, chers ambassadeurs, j'aimerais vous recevoir avec chaleur. Dans votre chez vous, votre demeure. Un débat au goût d'un match haut en couleur. Nous allons, tout comme notre équipe nationale, nous battre avec ferveur et nous ne doutons guère que votre prestation sera à la hauteur.
Bon, vous savez, c'est bien beau de faire des rimes en heure pour un poème dont je suis l'auteur, mais mesdames et messieurs, c'est l'heure. Chère audience, honorable jury et directeur, très chers opposants, j'espère que tout va pour le mieux. Mais j'espère surtout que vous, mesdames et messieurs, ne vous êtes pas perdus dans les méandres de leurs arguments chauvins. Car en effet, entre patriotisme et chauvinisme, se dresse un mur. Ce mur étant la réalité. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'égare dans les fines subtilités de ce sujet, mais puisque c'est le cas, je me dois de recadrer ce débat, même s'il touche bientôt, malheureusement, à sa fin, et j'espère illuminer vos esprits du rayonnement limpide de la raison. Bon, trêve de cajolerie, rentrons dans le vif du sujet. Nos lions de l'Atlas, ceux qui nous ont rendus fiers. Ziyech, notre messie national. Hakimi, le roi des Panenka. Bono, le mur de l'Atlas, ou encore Amrabat, le cauchemar de la péninsule ibérique, ou même Bouffel, le technicien du rectangle vert. Et surtout, mais surtout, notre avocat préféré, visiblement celui qui vous a causé le plus de problèmes, la tête pensante de l'équipe, Walid Regragui. Les exemples ne manquent pas, ou plutôt les fiertés ne manquent pas. Maintenant, mesdames et messieurs, cet exploit revient d'abord de droit à cette équipe et au coach. Mais voyez-vous, l'ironie dans l'histoire est que même si cette équipe représente le Maroc et la nation, elle n'est en aucun cas représentative du niveau de la formation sportive au Maroc, encore moins des autres secteurs. Ce sont des joueurs qui sont soignés ou ont grandi à l'étranger, ont bénéficié d'un développement intellectuel, sportif et social à l'occidental pur et dur, en plus de l'infrastructure sportive de leur pays de résidence. Chose qui leur a permis naturellement de développer leur potentiel tout azimut. Chère audience, ne vous méprenez pas. Cela n'enlève rien de leur patriotisme et leur sens d'appartenance nationale, loin de là. Mais encore une fois, leur formation n'a pas été faite à la marocaine et ne résulte pas d'un développement qu'a connu le Maroc sur le plan sportif. Encore moins sur les autres plans qui sont très mal, ou pas du tout d'ailleurs, reflétés par un exploit footballistique d'une équipe dont la majorité des joueurs sont nés à l'étranger, éduqués à l'étranger, formés à l'étranger et encore une fois, coachés par un génie empreint d'un développement occidental. Maintenant, deux questions se posent. Premièrement, est-ce que l'exploit footballistique du Maroc reflète un développement de ce dernier? Mesdames et messieurs, la réponse est aussi claire que les rayons d'une pleine lune. Non. Maintenant, est-ce que l'exploit footballistique de l'équipe nationale peut et va engendrer un développement de ce dernier? Oui. Chers opposants, se perdre dans l'hérésie, c'est dangereux. La crier au toit, ça l'est encore plus. Mesdames et messieurs, je n'ai peut-être pas de sifflet avec moi, mais je me permets de siffler la fin de cette rencontre amicale en faveur de la raison. Merci.